L'Europe de la défense est-elle une chimère? Cette question, nous nous la posons depuis plus de 70 ans. En août 1954, le général de Gaulle s'opposait avec fermeté à la communauté européenne de défense, cette tentative d'armée intégrée qui piétinait la souveraineté nationale. Avec lui s'opposait non seulement le Parti communiste français, mais aussi des personnalités telles que Pierre Mendès France. Tous avaient compris, comme Philippe Séguin le rappela dans son discours fameux de 1992, que la souveraineté ne se divise pas, ne se partage pas, ne se limite pas. Revenu au pouvoir en 1958, le général de Gaulle portera un autre projet, celui d'une Europe politique, fondée non sur l'intégration, mais sur la coopération entre États souverains. C'est dans cet esprit qu'il proposa les plans Fouché 1 et 2, qui furent rejetés par nos partenaires européens, plus rassurés sous le parapluie américain. Il tenta alors, en tête-à-tête avec le chancelier Adenauer, de sauver cette ambition, mais le Bundestag, en ajoutant un préambule au traité, en vida la substance. L'Allemagne de l'Ouest choisit définitivement la protection américaine. Ainsi, pendant des décennies, on fit semblant de croire à l'avènement d'une Europe de la défense, tandis que dans les faits, nos partenaires achetaient leur matériel militaire de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui encore, la désillusion menace. L'élection de Donald Trump avait sonné comme un réveil brutal. Avant même son arrivée au pouvoir, des négociations étaient engagées pour un programme européen de défense. Plus récemment, les 27 se réunissaient à Bruxelles dans l'attente d'un changement de cap. On nous promet une préférence européenne, nous voudrions nous en réjouir. Mais mes chers collègues, le scepticisme est de vigueur. Que penser d'une Europe de la défense lorsque la Belgique choisit d'acheter, la semaine dernière encore, des F-35 américains plutôt que des Rafales pourtant plus polyvalents et moins chers? Nous voyons surtout derrière les discours une réalité plus inquiétante, une nouvelle tentative de fédéralisation, un retour masqué de la CED. De même, nous avons entendu les déclarations du président de la République sur la dissuasion nucléaire. Certes, il prétend s'inscrire dans la doctrine gaullienne de 1964 qui étendait la protection nucléaire française aux intérêts vitaux au-delà de nos frontières, mais pourquoi alors donner à nos partenaires le sentiment d'une rupture? D'ailleurs, l'Allemagne elle-même a interprété ces propos non comme une continuité, mais comme une brèche. Nous devons donc être clairs, la dissuasion nucléaire française n'est pas partageable, elle est nationale, elle est inaliénable. La défense, c'est d'abord l'indépendance, disait le général de Gaulle. Ce principe, nous devons le préserver. Cependant, nous avons aussi des raisons d'être confiants. Confiants dans la solidité de notre base industrielle et technologique de défense, confiants dans la capacité de nos industriels à monter en puissance, à répondre aux besoins croissants de nos armées. Confiants aussi dans les coopérations européennes possibles, pourvu qu'elles respectent les souverainetés des États membres. Nous savons que la France excelle en matière aéronautique et nucléaire, comme l'Allemagne excelle dans la construction de chars. La complémentarité existe, sachons la valoriser. Confiants enfin dans nos armées aguerries par l'expérience opérationnelle, capables demain de prendre le leadership militaire d'une Europe forte et indépendante, si d'aventure les États-Unis devaient se désengager de l'OTAN. Mais tout cela à une condition, que l'Union européenne cesse d'asphyxier ses États membres par des règles budgétaires absurdes et permette enfin d'exclure les dépenses de défense du calcul des déficits. Oui, mes chers collègues, nous continuons de penser, comme le général de Gaulle, que l'Europe de la défense ne peut être qu'une Europe des nations indépendantes des États-Unis, sûre de son destin, sûre de sa liberté. Oui, nous restons vigilants face à la Commission européenne qui, après avoir taillé en pièces notre agriculture, notre énergie, notre télécommunication, notre industrie automobile bientôt, pourrait demain aussi s'en prendre à notre défense. Débarrassons-nous des chimères fédéralistes. Organisons enfin cette défense européenne que de Gaulle appelait de ses voeux et dont la France, forte de son armée, de sa dissuasion nucléaire et de ses industries de pointe, pourrait prendre la tête. Nous devons convaincre nos partenaires et s'ils ne nous suivent pas, nous avancerons seuls en nation souveraine, comme nous l'avons toujours fait, car nous devons demeurer souverains quoi qu'il en advienne. L'exemple du SCAF est à cet égard assez révélateur. Si cette coopération mal engagée venait à échouer, alors avec Dassault et notre BITD, nous saurons produire seuls l'avion du combat du futur. Car notre souveraineté, tout particulièrement dans le domaine militaire, n'est pas une option. Elle est à la fois la condition de la liberté de la France et celle de son exercice démocratique. Et ceux qui renoncent à défendre leur souveraineté renoncent tôt ou tard à exister.